Bonjour. Et vous êtes au micro d'africaguinée.com. Aujourd'hui, nous allons parler de la HAC, de la situation des médias en République de Guinée. Première question, comment se porte selon vous la situation des médias en République de Guinée en ce moment? J'aurais pu vous laisser juger de l'état des lieux de la liberté de la presse, parce que vous-même, vous êtes journaliste et vous êtes dans une rédaction, donc vous pouvez mieux que moi apprécier l'état de la liberté de la presse. Si j'en juge par ce que j'écoute, par ce que je vois et par ce que j'entends, je peux en conclure que la liberté de la presse en Guinée est effective. D'accord. Vous venez de rentrer d'une mission à l'intérieur du pays. Dites-nous son objectif et comment elle s'est passée. Le premier objectif de ma mission à l'intérieur du pays, c'était de prendre contact avec les journalistes sur place. Et le deuxième objectif, c'était d'attirer leur attention sur la nécessité du maintien de la paix. Je leur ai rappelé qu'avant d'être journalistes, ils sont citoyens. Et que comme citoyens journalistes, ils doivent pouvoir contribuer à la préservation de la paix. Des informations peuvent être bonnes, tout comme elles peuvent être destructrices. Et je leur ai recommandé de veiller à ce que toutes les informations susceptibles de troubler l'ordre public ou d'opposer les communautés entre elles ne soient pas diffusées. Et pour moi, il y va de la responsabilité du journaliste. Et le troisième objectif, c'était d'écouter les journalistes qui travaillent à l'intérieur du pays afin qu'ils nous présentent leurs préoccupations, afin qu'on trouve des solutions idoines à ces préoccupations-là. Ok. Quels ont été vos constats? Le premier constat que j'ai fait, c'est que dans certaines régions, la presse se porte bien. Quand je prends une région comme Kindia, depuis que je suis à la HAC, nous n'avons enregistré aucune plainte, ni d'une autorité, ni d'un citoyen contre un journaliste ou un média de la région de Kindia. Presque la même chose à la baie. Et là où il y a beaucoup de problèmes que nous avons constatés, et d'ailleurs c'est une dénonciation des journalistes que nous avons rencontrés, c'est qu'il y a un désordre informationnel dans la région de Kankan. Et il y a un vrai désordre qui s'est installé et auquel il va falloir trouver rapidement une solution. Ok. Et quelles sont les mesures que vous avez envisagées pour corriger ces manquements constatés? Bien, la première mesure que nous envisageons, c'est d'envoyer une mission sur place. Parce qu'il nous a été rapporté qu'il y a beaucoup de radios clandestines qui travaillent à l'intérieur du pays, notamment en Haute-Guinée. Et qu'il y a des sous-préfectures, des CRD dans lesquelles des radios se sont installées et animées par des gens qui ne sont pas journalistes. Et parfois, il nous a été rapporté qu'il y a beaucoup de dérapages qui pourraient, par exemple, opposer les communautés entre elles ou inciter à la violence. Donc cette mission va aller dès le début du mois de janvier pour recenser ces radios-là et nous mettrons à contribution les présidents des délégations spéciales qui vont nous faire la liste des radios qui émettent dans leur zone. Et comme nous avons la liste des radios régulièrement établies, donc nous pourrions dresser la liste des radios clandestines que nous allons fermer
avec la collaboration du ministère de l'Information et de la Communication et de l'autorité de régulation des postes et télécommunications. Le deuxième phénomène qui nous a été rapporté, c'est que beaucoup de relais produisent sur place. Et donc nous n'avons aucun moyen de contrôler ces relais-là parce que un relais, c'est un émetteur qui reproduit le signal de la radio mère, donc qui n'est pas habilité à produire sur place. Donc la commission, à son retour, va nous faire le point de ces relais-là et nous allons leur demander de respecter les cahiers des charges. Et donc les relais qui ne respecteront pas les cahiers des charges seront tout simplement fermés. D'accord. Monsieur le Président, il y a aussi quelques semaines, votre institution a annoncé une procédure visant à régulariser la situation de Web TV en République de Guinée. Quelles sont les raisons? Bien, vous savez que la loi sur la liberté de la presse est en retard par rapport à la situation des web radios et des web TV. Évidemment, c'est une loi antérieure à l'arrivée de ces nouveaux médias sur nos territoires. Et bien sûr, c'est le résultat des avancées techniques et technologiques en matière de communication et d'information, ce qui est une bonne chose. Donc, en attendant que le CNT ne prenne une nouvelle loi sur la liberté de la presse et une nouvelle loi portant attribution et fonctionnement de l'instance de régulation, il va falloir gérer ces médias qui se sont créés, c'est-à-dire les web radios et les web TV. Il y en a pour qui le ministère de l'Information et de la Communication a donné des autorisations provisoires. Ces web radios-là et ces web TV, parfois, outrepassent le champ de l'autorisation. Parce qu'une web radio est une chaîne de télévision diffusée exclusivement sur Internet. Mais ils vont donc, ces web radios vont sur des bouquets, le bouquet notamment Canal Plus et le bouquet StarTime, et font une concurrence déloyale aux télévisions et aux radios régulièrement établies. Et je voudrais rappeler que pour obtenir l'agrément d'une télévision, vous avez besoin par exemple d'une caution de 4 milliards. Alors que pour faire une web TV, vous avez une connexion Internet et puis votre ordinateur ou votre téléphone. Donc nous estimons que c'est une concurrence déloyale et c'est une violation abusive des lois et règlements. Donc nous avons estimé que les web radios et les web TV détentrices d'une autorisation du ministère de l'Information devraient exercer dans le cadre strict de Internet et n'ont pas le droit d'aller sur les plateformes de diffusion, enfin les bouquets de diffusion. Et donc là également nous allons faire le point. On a déjà invité dans nos locaux les responsables des bouquets pour attirer leur attention sur ce phénomène et nous allons très rapidement faire face à cette situation et exiger des web TV qui ont des autorisations du ministère de rester sur Internet et pour les autres, nous allons demander tout simplement au bouquet de les décrocher. D'accord. Monsieur le Président, maintenant on va parler à présent du bilan de la HAC durant l'année 2024 qui tient vers sa fin. Quelles sont les actions phares que votre institution a réussi à mettre en œuvre? La première action phare, c'est celle du renforcement des capacités des journalistes. Nous avons fait beaucoup de formations, très peu à Conakry et beaucoup plus à l'intérieur du pays, parce que la demande est forte
de la part des journalistes. Ils sollicitent beaucoup la formation et donc nous avons fait le mieux que nous pouvions faire en matière de formation et de renforcement de capacité à travers notre commission formation. Et nous avons bénéficié aussi d'assistance en matière de formation de la part de EQUES sur financement de l'Union européenne et de IFES, entre autres. Le deuxième chantier sur lequel nous avons axé nos efforts, c'est celui de l'amélioration des conditions de vie et de travail des personnels de la Haute Autorité de la Communication. Comme vous le savez, le bâtiment qui nous abrite n'a pas beaucoup de bureaux et parfois il y a 2 commissaires dans un même bureau. Donc nous avons demandé et obtenu des financements et je voudrais profiter de l'occasion pour remercier le chef de l'État qui nous a apporté tout son soutien au point qu'aujourd'hui nous sommes en train de construire, d'étendre le siège de la Haute Autorité de la Communication. En sortant de mon bureau, vous pouvez voir dans la cour un immeuble en construction. Et donc nous aurons près de 40 bureaux, des salles de réunion, des salles de monitoring. Donc le personnel et les commissaires qui seront là travailleront dans les meilleures conditions possibles. Et parallèlement à ce projet, nous avons demandé et obtenu un financement de la construction des sièges de nos points focaux dans les 7 régions administratives du pays. Parce qu'aujourd'hui, les équipements de monitoring que nous avons à l'intérieur sont généralement logés dans les radios rurales ou dans les gouvernorats. Et nous avons donc voulu rendre nos points focaux autonomes et ces financements sont en cours. Et pour Bouquet, par exemple, les travaux ont commencé. Et pour les autres régions administratives, ça devrait se faire début 2025. Ensuite, troisième volet, nous avons rééquipé tous nos centres de monitoring. Parce que vous savez qu'à l'intérieur du pays, nous avons des équipements. Chaque radio est connectée à un ordinateur, chaque télévision est connectée à un ordinateur et nous les enregistrons en temps réel. Donc, nous avons rééquipé tous ces centres. Et je voudrais d'ailleurs annoncer une bonne nouvelle. L'Union européenne, à travers le projet EQUES, a décidé de financer une solution pour nous en matière de monitoring. Donc, ils vont développer un système de monitoring moderne et très adapté au contexte guinéen, ce qui nous permettra d'avoir moins d'ordinateurs pour traquer les radios et les télévisions. Donc, par exemple, pour une dizaine de radios, nous n'aurons besoin qu'un ordinateur, alors qu'aujourd'hui, pour une radio, il faut impérativement un ordinateur. Voilà, entre autres, ce que nous avons pu faire en 2024, et ça va naturellement se prolonger en 2025. Sur le plan international, nous avons renoué les contacts avec l'ARCOM France, l'autorité de régulation de la communication en France, avec le CSA à Bruxelles, en Belgique. Et au niveau africain, nous avons renforcé notre présence au niveau de ces plateformes. Et d'ailleurs, pour la plateforme UE-moi Guinée, j'ai été élu dernièrement à Lomé, vice-président. Donc, dans 2 ans, la Guinée prendra la présidence de cette plateforme. Donc, nous avons estimé aussi qu'il fallait donner de la visibilité
à la haute autorité de la communication à l'étranger ce qui a été fait. D'accord. Durant l'année 2024 aussi, la situation des médias guinéens a été tumultueuse avec à la clé la fermeture de certains. Quelle est la position de la HAC sur ces fermetures? Ce sont des mesures administratives que la HAC respecte. Parce que si vous prenez la loi sur la HAC, dans un des articles, il est clairement indiqué que le juge peut prendre des décisions quand des infractions ont été commises par voie de presse. Et les autorités administratives peuvent prendre des mesures administratives. Et maintenant, au-delà de ça, la haute autorité de la communication peut, lorsque les dispositions en matière de communication sont violées, prendre des décisions qui sont énoncées. En l'occurrence, l'avertissement, la mise en demeure, la suspension et le retrait. Donc, ce sont des mesures administratives qui ont été prises. Les médias dont les agréments ont été retirés ont des voies de recours, à commencer par le dialogue à entreprendre avec les autorités administratives. Et j'ai vu dernièrement à la télé que le secrétaire général du syndicat de la presse a été reçu par le Premier ministre et d'après le compte-rendu qu'il en a fait, ce sujet a été abordé. Nous sommes pour la détente et toutes les initiatives qui s'inscrivent dans ce cadre-là, nous les soutiendrons. Ok. En termes d'action concrète, qu'a fait votre institution pour lever cette sanction jugée sévère et qui a annihilé certains emplois? Bon, moi, je constate que des journalistes ne travaillent pas et pour rapporter un fait qui s'est passé à Kindia, un journaliste d'un média dont les agréments ont été retirés s'est présenté comme ancien journaliste. Et je leur ai dit qu'il n'y a pas d'ancien journaliste, sauf s'il décide délibérément de changer de profession. Et que bien que son média est fermé, il peut réclamer la carte de journaliste professionnel et l'obtenir. Donc, je constate que beaucoup de journalistes ne travaillent pas parce que leurs médias ont été fermés. Je partage leur peine. Et pour le reste, ce sont des questions administratives qui devront être réglées administrativement et je recommande que le dialogue soit privilégié. Ok. Êtes-vous optimiste quant à une résolution de ce problème? C'est mon espoir. Ok. Parlons à présent de la sécurité des journalistes en Guinée, dont un qui a fait récemment la prison à cause d'un différend avec un haut magistrat de la CRIEF, ce qui est contraire à la loi. Quel est votre regard? Bon, mais je respecte la décision du juge. Voilà. D'accord. Ça fait 3 semaines depuis que Habib Marwan est porté disparu, un journaliste. On n'a pas suffisamment entendu la HAC sur ce sujet. Pourquoi? Mais quand un citoyen ou un journaliste disparaît, la HAC ne peut que le regretter et espérer qu'il soit retrouvé. Le reste, c'est la justice qui doit pouvoir le rechercher et le retrouver. Et le ministre de la Justice l'a promis. Donc j'espère qu'il sera retrouvé. Est-ce que vous avez ces nouvelles? Non, je n'ai pas de nouvelles. Ok. On accuse également la HAC d'être beaucoup prompte à sanctionner les journalistes qui font des dérapages, qu'à les protéger quand ils sont en face des ennuis. Que répondez-vous? Comptez le nombre de sanctions pendant les 4 ans que nous sommes ici. Vous verrez qu'on n'a pas beaucoup sanctionné. Et je vous dis, en toute âme et conscience, si nous devions sanctionner tous les dérapages, tous les manquements, on sanctionnerait des journalistes ou des organes tous les jours. Pendant 2 ans, nous avons refusé de sanctionner, même quand il y avait des plaintes. Nous réglions à l'amiable. Malheureusement,
même ici, des journalistes sont venus nous dire que parce que nous ne sanctionnons pas, il y a le désordre dans la presse. Des journalistes qui nous l'ont dit ici. Bon, donc finalement, pendant 2 ans, nous avons fait de la pédagogie. Il est vrai que nous n'avons pas beaucoup communiqué sur ce que nous réglons à l'amiable. Il y a tellement de plaintes qui arrivent ici que nous réglons à l'amiable. Si je vous montre ces dossiers-là, vous verrez qu'on n'a pas sanctionné. Maintenant, il est vrai que quand nous sommes saisis, la loi nous fait obligation d'instruire les dossiers. Et quand les journalistes viennent ici, généralement, ils sont confondus. Parce qu'ils ont diffusé de la fausse information, ou ils ont diffusé une information sans preuve, ou ils ont diffamé, ou ils ont injurié. Donc parfois, nous avons fait des règlements à l'amiable, même quand des membres du gouvernement se plaignent, nous essayons de régler à l'amiable. Maintenant, si le plaignant recuse le règlement à l'amiable, nous sommes obligés d'appliquer la loi. Mais je vous garantis que ceux qui passent devant nous, même quand ils sortent, ils disent le contraire de ce qu'ils nous ont dit ici, ils reconnaissent qu'ils n'ont pas recoupé l'information. Et ça, c'est un principe élémentaire. Quand vous ne diffusez pas une information neutre, quand vous ne balancez pas votre information, c'est déjà une faute professionnelle grave. Il faut écouter toutes les sources et je pense que c'est ce que vous faites. À ma connaissance, il n'y a pas eu de plainte contre votre site et parce que j'estime que vous faites correctement votre travail. Autrement, on aurait eu des plaintes. D'accord. Monsieur le Président, l'autre reproche qu'on vous fait, vous personnellement, Monsieur le Président, c'est le décalage entre Boubacar Yassine, le brillant journaliste de l'époque qui n'a jamais courbé l'échine face au principe de la liberté d'expression et du journalisme, et le Boubacar Yassine, premier dirigeant de l'organe de régulation des médias, qui aux yeux de certains est moins ferme pour défendre des principes qu'il a portés. Qu'en dites-vous, s'il vous plaît? Je laisse à chacun le loisir de juger les deux Yassine. Yassine, défenseur de la liberté de la presse, et Yassine, responsable d'une autorité de régulation. Comme responsable d'une autorité de régulation, je suis esclave de la loi. Et je dis que, personnellement, j'ai fourni beaucoup d'efforts avec des journalistes. Demandez un peu à beaucoup de journalistes, je les appelle personnellement pour attirer leur attention sur des manquements dont ils sont auteurs. Il y a 2 jours, un journaliste avait diffusé des informations concernant l'armée. J'ai réglé cette question à l'amiable. Je l'ai appelé et il a été très discipliné. Lui-même, il a retiré son article. Ça, je le fais au quotidien. Même votre site, il m'arrive de voir parfois des titres qui c'est arrivé une fois, disons. J'ai appelé le responsable de votre site et j'ai attiré son attention. Donc, je le fais au quotidien. Ça, c'est le journaliste qui le fait. Maintenant, quand il s'agit d'appliquer la loi, je voudrais rappeler que nous sommes 13 et que les décisions se prennent en conseil, mais ce que je signe, je l'assume. Et en tant que défenseur de la liberté de la presse, je dois contribuer à assainir la presse. Elle est infiltrée. Et il faut que ceux qui sont arrivés par effraction soient sortis de la presse. Et ça, c'est la contribution que je continuerai à faire. Je suis un militant de la liberté de la presse, mais je suis un militant aussi de la responsabilité du journaliste. D'accord. Autant il doit être libre et indépendant, autant il doit être responsable, respectueux de l'éthique et de la déontologie, sinon il cesse d'être journaliste.
D'accord. Avant-dernière question, quelles sont vos perspectives pour l'année 2025? Pour l'année 2025, nous voulons intensifier la formation des journalistes. Parce que c'est une forte demande qui nous a été adressée partout où nous sommes passés. Donc ça, on a fait de manière à ce que le budget sur la formation, la ligne budget sur la formation soit bien dotée. Et nous allons le faire de deux manières. La première manière, nous allons regrouper des journalistes comme on l'a fait à la baie déjà, tous les journalistes de la Moyenne-Guinée, pendant des jours pour échanger sur les meilleures pratiques de la profession. Mais ce que nous comptons faire aussi en 2025, c'est des formations in situ. C'est-à-dire que on prendra des experts dans le domaine qui viendraient dans les rédactions pendant 5-6 jours. Ils vont rester avec les journalistes. Ils vont travailler de la conférence de la rédaction jusqu'à la diffusion des informations. Donc ça, nous envisageons de le faire avec notre budget, mais nous avons aussi des promesses de partenariat avec EKES et avec IFES pour pouvoir, le NDI aussi, pour renforcer les capacités des journalistes, parce que nous avons observé qu'il y a quelques-uns qui font des manquements parce qu'ils ne sont pas formés, ils sont de bonne foi. Il faut aider ces journalistes-là. Maintenant, ceux qui arrivent que pour chercher de l'argent, je pense que la contribution de chaque journaliste, c'est de nous aider à sortir ces gens-là de la profession. Parce que quand un journaliste fait mal, on dit que c'est la presse. Et cette mauvaise publicité-là, il faut l'arrêter. Et je voudrais me réjouir de constater qu'il y a beaucoup de journalistes qui travaillent consciencieusement, qui travaillent en respectant l'éthique et la déontologie. Ça, pour moi, la relève est assurée. D'accord. Pour conclure, un message à l'endroit des journalistes et des médias. Je voudrais dire aux journalistes et aux médias d'être jaloux de leur liberté, d'être jaloux de leur indépendance, mais de privilégier la responsabilité sociale du journaliste et qu'il ne soit pas vecteur de déstabilisation, qu'il ne soit pas vecteur de troubles à l'ordre public, qu'il ne soit pas vecteur de violence intercommunautaire. Et comme je le disais tantôt, c'est de la responsabilité du journaliste. Mais quand on juge le ton employé par nos journalistes, contrairement à ce qui se passe dans beaucoup de pays voisins, on peut se réjouir que la liberté soit effective dans notre pays. Maintenant, naturellement, comme dans chaque profession, il y a des difficultés et ces difficultés doivent être surmontées par le dialogue. C'est ce que je recommande. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci.